Bonsoir, au menu de cette 6e émission d'été du VTT électrique en montagne. On en parle tout à l'heure. Mais en entrée, que diriez-vous d'un bon gazpacho bien frais? Un incontournable de la cuisine ibérique. Au Moyen-Âge, c'était un plat de paysans pauvres andalous. Aujourd'hui, le gazpacho est synonyme de diète méditerranéenne, de vitamines et de bonne santé. Ce qui n'a pas échappé aux industriels de l'agroalimentaire qui en ont fait un best-seller vendu en briques au supermarché. Les Espagnols qui avaient l'habitude de préparer leur gazpacho avec amour et une pincée de sel à la maison l'achètent désormais au magasin. Et ils ne sont pas les seuls, le gazpacho tout prêt veut désormais conquérir le monde entier. Reportage Marie Bolinches, Johan Prudhomme et Juan Gordillo. Séville, tout au sud de l'Espagne. Température moyenne en été 35 degrés. Pour se rafraîchir, les Andalous ont inventé la solution miracle. Une soupe à la tomate servie glacée, en passe de devenir aussi internationale qu'une célèbre marque de soda. Le gazpacho fait aujourd'hui le régal des Sévillans et des touristes. De mai à septembre, il y a toujours du gazpacho dans le réfrigérateur des Andalous, comme Charo. Je ne manque jamais de gazpacho. C'est frais, c'est un vrai gazpacho andalou. Dès que la saison des tomates commence et jusqu'à la fin, j'en fais. Ça me simplifie la vie, c'est mon entrée pour les jours d'été. Depuis 30 ans, Charo fait son gazpacho elle-même. Et pour trouver les meilleures tomates, pas de supermarché. Elle se fournit exclusivement chez un primeur du centre historique de Séville. Hola, Charo, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? Oye, que vamos a grabar Écoute, on va préparer un gazpacho andalou. Je sais que tu as des légumes de toute l'Andalousie, alors donne-moi 2 kilos de ces tomates poires dont tu m'as parlé, ¿Me vas a poner 2 kilos? 2 kilos. une botte d'oignons, Pimiento, 2 ou 3 poivrons, me pones 2 o 3. Los ajos, de l'ail, 2 gousses s'il te plaît. dame dos cabezas de ajo. Y luego, Il y a plein de gazpacho différents. hay gazpacho blanco, porque Il y a par exemple le gazpacho blanc avec des amandes, le vert qui a de la coriandre ou du persil. Gracias por todo. Hasta luego. Mais Charo pourrait devenir une exception. De plus en plus d'Espagnols achètent leur gazpacho en supermarché. Ils en consomment 45 millions de litres par an. Les marques se sont améliorées. On trouve de très bons gazpacho maintenant. Ça ne vaut presque plus la peine de le faire soi-même. Ça revient aussi cher d'acheter les ingrédients ou la bouteille. J'en bois dans la matinée, par exemple, pas seulement pendant les repas, comme un jus de fruits. Dans les rayons, le leader c'est Alvaillé. Dans les années 90, l'américain Pepsi a senti le filon du manger sain et racheté la marque espagnole. La petite bouteille rouge rejoint la grande écurie du célèbre soda Pepsi aux côtés de ses marques mondiales, les jus de fruits Tropicana, les thés glacés Lipton ou encore les chips Lay's. Alvaillé est désormais vendu en France, au Royaume-Uni ou encore en Suisse. L'international représente la moitié de ses ventes. Une success story qui aiguise l'appétit de ses concurrents. Aujourd'hui, le marché du gazpacho pèse 90 millions de francs et des dizaines de marques se livrent une compétition acharnée dès l'achat des matières premières. À côté de Séville, sous ses serres, Antonio et ses fils cultivent des tomates de gros calibre, colorées et juteuses, les reines du gazpacho. Pour avoir de bonnes tomates à gazpacho, il faut qu'elles aient mûri sur la plante. C'est comme ça qu'elles prennent du goût et de la couleur. Cet après-midi, Antonio reçoit la visite de Cristobal, le responsable des achats de Don Simón, l'un des principaux fabricants de gazpacho. Bonjour Antonio, ça va? Bonjour. Ça se passe comment la récolte? Très bien, il a fait chaud. Il a fait très chaud cette semaine. Antonio, tu le sais, le plus important, c'est la couleur. Pour s'assurer d'avoir les meilleures tomates, Cristobal a signé un contrat d'exclusivité avec l'agriculteur qui ne cultive que pour Don Simón. Nous, on ne veut pas de tomates vertes. Le gazpacho, c'est avec des tomates bien mûres, bien rouges.
Cela fait une dizaine d'années que l'on travaille avec cette coopérative. Et il y a 6 ans, on a signé un contrat pour avoir des plantations uniquement dédiées à notre gazpacho. Une fois récoltées, les tomates d'Antonio vont faire un long voyage. Elles vont passer 7 heures à bord de ce camion frigorifique. Direction, la région de Valence, à 700 km de là, où Don Simón vient d'investir dans une usine à la technologie dernier cri pour augmenter sa production et ses exportations. Les tomates arrivent de tout le sud de l'Espagne. Elles vont prendre un bain avec concombre et poivron, puis les légumes sont triés minutieusement. Si un légume a souffert dans le transport, ou s'il reste une feuille par exemple, tout ce qui ne rentre pas dans nos critères, on l'enlève. Secret de fabrication, nous n'avons pas le droit de filmer la machine qui broie les légumes. Carlos Aparici est le directeur de l'usine. Il a un objectif, produire un gazpacho parfaitement standardisé. À la mise en bouteille, le goût et la couleur ne doivent jamais changer pour ne pas surprendre le consommateur. Aux côtés de Carlos, l'équipe de recherche et développement est chargée de veiller sur le respect de la recette. La texture est la bonne. Ouais, on sent bien le goût de l'huile d'olive. Oui, le produit correspond au standard. Et on peut connaître la recette ? Non, chaque fabricant a la sienne. Et il la garde jalousement. Donc on n'en parle pas. Sinon, elle serait tout de suite copiée. Une recette espagnole devenue internationale. Le gazpacho Don Simón s'exporte aujourd'hui en France et au Portugal. Prochaine étape, la Suisse. Les consommateurs veulent prendre soin d'eux. Or, le gazpacho apporte des fibres et des vitamines A et C, et il est peu calorique. Demain, le gazpacho fera partie d'une culture globale, comme le burger, la pizza ou les sushis. Mais c'est un aliment plus sain et plus facile à consommer. Ce gazpacho est surtout plus simple à transporter. Il est flash pasteurisé, un processus qui permet de le conserver au frais et donc de le commercialiser jusqu'à 4 mois plus tard. Les systèmes logistiques modernes sont bien plus rapides. Donc le gazpacho peut s'exporter partout dans le monde, à condition de respecter la chaîne du froid et la date de péremption. Sans conservateur, 100% naturel, c'est la promesse des industriels. Nous sommes allés demander ce qu'il en était à la principale association de consommateurs espagnols. Chaque année, OCU teste en laboratoire 63 gazpachos et publie un classement très attendu. Le gazpacho Don Simón arrive dans les premiers. Mais attention au marketing. Oui, c'est bel et bien du gazpacho. C'est un produit recommandé par les nutritionnistes. Mais ici, il est écrit que les ingrédients sont naturels. Mais légalement, ça ne veut rien dire. Jusqu'à quel point un ingrédient est naturel? Et regardez ces images. On voit des légumes frais, mais leur pourcentage n'est pas indiqué. Pourtant, on induit l'idée qu'il y a tout cela dans une bouteille. À Séville, nous retrouvons Charo. Elle est partie en croisade contre cette industrialisation du gazpacho. Elle a créé l'Académie du gazpacho andalou pour défendre le fait maison. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ce matin, elle a rendez-vous dans la très prestigieuse école d'hôtellerie de Séville. Alors, on y va? On va faire un gazpacho pour une famille. Disons pour 5 ou 6 personnes. Ce n'est pas difficile, ça ne prend que 10 minutes. Les légumes sont coupés, tout comme le pain. Maintenant, on va couper l'ail, mais enlever le germe. Après avoir mixé le tout, ajoutez huile d'olive, vinaigre et sel. Regardez cette merveille.
Quand on achète un gazpacho en bouteille, on ne sait pas par exemple d'où viennent les tomates. Le fait de cuisiner chez soi, le fait de cuisiner pour soi, être acteur de son alimentation, ça nous rend libres. Venga, probamos. Venga, cojo yo primero. A ver. Riquísimo. Dans sa conquête du monde, la petite soupe froide venue d'un pays chaud perdra-t-elle son âme? À présent, les industriels rêvent de nous faire manger du gazpacho toute l'année, une sorte de smoothie avec un léger accent espagnol. À la montagne, entre le changement climatique et celui des habitudes des vacanciers, les stations n'ont pas trop le choix. Si elles veulent rester attractives, elles doivent se diversifier. À Verbier, on mise gros sur un sport en plein essor, le VTT électrique. Fun et accessible à tous, il attire de plus en plus de touristes. Mais la cohabitation sur les sentiers entre cyclistes et marcheurs n'est pas toujours évidente. Reportage Anne Delette, Claire Braillard et Pascal Magnin. On pourrait être dans une publicité pour VTT destinée aux sportifs aguerris. Il n'en est rien. Depuis que le vélo tout-terrain est devenu électrique, débutants ou experts du guidon peuvent gravir sans souffrir les sentiers de montagne. Sylvain est guide VTT à Verbier. Pour la saison d'été, il s'est spécialisé dans l'accompagnement du vélo en montagne. Ce matin, il a rendez-vous avec Justine et Moussa pour une journée d'initiation VTT électrique. Salut. Alors, on va passer dans le magasin. Ça marche, on te suit. Première étape, s'équiper. On pousse la porte d'un magasin spécialisé. Bonjour. Enchanté. Vélo électrique, alors. Déjà fait? Non. Jamais? Alors, parfait. Finalement, un vélo électrique, ça reste à la base un vélo. Donc, ça fonctionne exactement comme un vélo traditionnel avec des vitesses derrière. Ça, on doit souvent le réexpliquer aux gens de ne pas oublier d'employer les vitesses. Et puis sinon, au niveau du fonctionnement, c'est tout simple, quoi. On a un bouton on-off, et puis après, on a un bouton plus-moins qui va permettre d'augmenter ou de diminuer l'assistance qu'on veut. Si ces vélos disposent d'une assistance, ils ne sont pas pour autant réservés aux sportifs amateurs. Diminuer gentiment pour toi. C'est un vélo qui s'adresse vraiment à tout le monde, aux cyclistes, non-cyclistes, sportifs et pas très sportifs. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la personne peut faire autant d'efforts en vélo électrique qu'en vélo non électrique. Donc j'ai pris les cartes de la région. Avec Sylvain, leur guide, Justine et Moussa choisissent un itinéraire adapté à leur niveau. Oui, exactement. Pour une journée accompagnée, il faut compter 200 francs pour le guide et 80 francs pour la location du vélo. Voilà, alors on se met en selle. On y va. De la théorie, on passe à la pratique. Il faut quelques tours de pédale pour être à l'aise avec la gestion des différents modes d'assistance. Et ça marche bien, même en mode tour, hein? C'est le plaisir à la montée comme à la descente. Avant, on se disait que c'était 1 heure à serrer les dents pour arriver en haut, et puis après, on aurait un quart d'heure incroyable de descente. Et puis maintenant, c'est devenu 1h30 de plaisir où on fait monter, descendre avec le sourire. Et ça permet aussi de ne pas être trop dans la souffrance pendant la montée. On peut discuter, on peut échanger. On a une belle vue sur le massif de Trien. Ah ouais, ça se dégage. À Verbier, le développement du IVTT, on y croit. La commune a déjà installé une dizaine de bornes de recharge réparties sur le domaine. L'explosion de ce nouveau sport est une aubaine pour les stations de montagne qui cherchent par tous les moyens à développer leur offre d'activité durant la saison d'été. C'est un objectif tout d'abord de politique touristique communale, d'avoir une station qui tourne 10 mois sur 12. C'est une politique qui est très importante pour nous pour le développement de notre produit été. Donc oui, la commune se donne les moyens de ses ambitions. Le trend est en marche et nous, on l'a vu arriver puisqu'on est beaucoup sur le VTT depuis déjà une dizaine d'années. Donc on a vu le trend arriver et on voit que ces dernières années, il y a vraiment une explosion qui n'est pas de notre fait, qui est juste du fait de la demande de la clientèle et puis de l'offre qui est là au niveau des fabricants de VTT. Et puis on se met sur les pédales. Ok. On fait un peu aller le vélo à gauche, à droite en danseuse. Ah ouais, ça fait... Avec le succès du VTT électrique, on s'attend à voir de plus en plus de cyclistes emprunter les sentiers de randonnée. Ces vélos sont bridés à 25 km/h. Ils ne sont pas considérés comme des véhicules motorisés et peuvent emprunter tous les chemins,
la cohabitation avec les marcheurs demande quelques précautions. On part du principe que le piéton est prioritaire. Donc c'est au vélo de contrôler sa vitesse et de pouvoir s'arrêter à temps pour croiser le piéton. Donc ça, en général, ça se passe très bien et il faut être prudent, surtout dans les chemins étroits, je dirais. D'autres règles de respect, de courtoisie et c'est vraiment du bon sens des gens et des utilisateurs. Merci. Merci. Madame. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une randonneuse? C'est ça, oui. Voilà. Et comment se passe la cohabitation avec les VTT électriques? Ici, à Verbier, je trouve que ça se passe assez bien. De toute façon, on est un peu conscient qu'il peut y avoir des vélos aussi. Donc, vous pensez qu'il y a assez de place pour tout le monde? Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Ça n'empêche pas qu'ils mettent encore quelques pistes exprès pour les VTT. Ça serait bien aussi. Alors la cohabitation, c'est quelque chose d'un petit peu délicat. Dans l'ensemble, je dirais par rapport à la fréquentation, ça se passe plutôt bien. Maintenant, c'est vraiment une histoire d'éducation, de poser des règles, de les communiquer clairement et puis surtout de voir l'évolution. Avec l'e-bike, on va pouvoir aller plus loin, on va peut-être aller plus haut. On ne sait pas exactement où les gens vont se déplacer. Donc l'idée, c'est vraiment d'observer tout ça et puis d'adapter vraiment le produit en fonction. Partager les sentiers avec ces nouveaux VTT, qu'en pensent les associations de randonneurs? Adèle Torrance, la conseillère nationale verte, est aussi vice-présidente de Suisse Rando, l'association qui gère les sentiers pédestres du pays. À Suisse Rando, on s'intéresse à ce thème depuis plusieurs années. La question n'est pas pour nous d'interdire l'accès des VTT à nos chemins de randonnée, mais de trouver les moyens d'assurer une coexistence pacifiste entre les usagers des vélos et les randonneurs qui peuvent d'ailleurs être parfois les mêmes personnes. Mais je pense que si les usagers de la nature continuent à profiter d'elle, à l'apprécier, à l'aimer, tout en la respectant et notamment en restant dans les chemins, je pense que c'est une activité qu'il faut encourager. Une dernière pause pour Justine et Moussa avant d'achever leur parcours. En une demi-journée, grâce à leur VTT électrique, ils ont pu gravir sans effort ou presque près de 500 mètres de dénivelé. Impression sur cette première sortie. Ça reste du vélo normal, il faut quand même pédaler, mais on a ce petit plus qui vient nous donner un petit peu plus d'énergie et c'était une belle expérience, surpris en bien. C'est du plaisir pur de justement se laisser porter, de pouvoir profiter de l'environnement, de pouvoir profiter de faire du sport sans être dans la douleur ou dans la souffrance, juste sentir un peu les muscles qui travaillent, pouvoir profiter aussi des descentes, donc un peu d'adrénaline, c'est une expérience que je recommande à tous. Nicolas Hellwoods, bonjour. Bonjour Malik. Alors vous êtes le cofondateur du fameux Extrême de Verbier, puis depuis quelques années vous vous passionnez pour le VTT électrique. D'ailleurs dans 2 jours à Verbier aura lieu le premier festival de VTT électrique avec des randonnées, des démonstrations. Est-ce que c'est le signe que le VTT électrique est devenu vraiment quelque chose de très important pour Verbier? Alors c'est le signe que c'est devenu central pour Verbier. Plus que le ski. Plus que le ski, ce serait aller un peu vite en besogne, mais ça pourrait devenir plus important que le ski. Ça l'est devenu à Whistler au Canada. Au bout de 8 ans d'introduction du VTT sans l'électrique, le business d'été était plus gros que celui de l'hiver. Donc il y a un potentiel énorme. C'est ça que vous visez en fait, c'est que petit à petit, disons, le business de l'été remplace celui de l'hiver. Le remplace non, mais le complémente dans le sens où le ski n'est pas mort. Malgré le réchauffement climatique, il y a beaucoup de stations où moi je pense que mes petits-enfants, voire mes arrière-petits-enfants skieront encore. Vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste de nature. Par contre, toutes les stations, qu'elles soient de haute altitude ou pas, ont besoin d'une activité l'été. L'hiver ne suffit plus et le Valais et la Suisse en général sont un terrain de jeu fabuleux. Depuis longtemps, des bikers viennent même des États-Unis. Et là, c'est l'occasion de faire découvrir à toute la population, parce que le VTT électrique est vraiment accessible à tous, tout âge, tout niveau. Il n'y a pas besoin d'être un sportif pour faire du VTT électrique et avoir beaucoup de plaisir en redécouvrant nos montagnes et nos régions. Est-ce que pour une station comme Verbier, mais aussi pour d'autres, c'est vraiment une question de survie? Il faut absolument trouver des nouvelles activités? Je pense que c'est une question de survie à long terme.
pour que les infrastructures qui doivent être compétitives par rapport aux autres régions, soit de Suisse, soit du monde, puissent tourner plus que 3-4 mois par année. Et pour offrir un bon service, quand on peut l'offrir pendant 8, 10, 12 mois dans l'idéal, par définition, on est meilleur, que ce soit dans les transports, dans l'information, dans l'offre aux clients. On parle d'un produit et si on veut être bon, on est meilleur quand il y a 2 saisons, voire 3, voire 4. Alors parlons maintenant, Nicolas Hellwood, de la question qui fâche, la cohabitation entre les VTT et les piétons, les randonneurs. Alors au Molaison, par exemple, ils réfléchissent très sérieusement à créer des chemins séparés, c'est-à-dire chacun son sentier et les vaches seront bien gardées. Est-ce que ce n'est pas la meilleure solution ? Alors c'est une des solutions, c'est une très bonne solution. Je parlais de Whistler tout à l'heure, ils ont très clairement défini des sentiers réservés aux piétons, des chemins réservés aux vélos, et puis il y aura toujours des sentiers mixtes. Et là, il s'agit d'éducation, il s'agit de signalétique, il s'agit de bon sens, où, encore une fois, le piéton a une priorité, le cycliste va ralentir, ne pas passer ou ne pas dépasser à plus de 5 km/h, dire bonjour, se remercier. Ça marche au Canada, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Suisse. Mais alors, on n'en est pas encore tout à fait là, Nicolas Hellwood, parce qu'on reçoit à bon entendeur régulièrement des lettres de gens qui disent « mais oui, d'accord, c'est marqué priorité aux piétons sur les panneaux, mais on a régulièrement des VTT électriques qui surgissent comme ça, qui nous coupent la route ou qui nous dépassent à toute vitesse. Donc l'éducation, il y a encore du boulot. » Il y a encore du boulot. Moi, je compare le développement du vélo aujourd'hui en Suisse, du vélo de montagne en tout cas, à l'état du développement du ski dans les années 70. On a encore beaucoup de chemins à homologuer, à défricher et à organiser pour que ce soit justement organisé et pas n'importe comment, n'importe où, de l'anarchie. Et puis, à Whistler, encore une fois, qui est un exemple qui marche, quand on arrive au Canada, quand on arrive dans la station, il y a un immense panneau qui explique ces chemins avec cette signalétique, c'est que des vélos, là c'est que des piétons, et les règles c'est 1, 2, 3, 4. Et sinon, on sévit. Oui, est-ce qu'il faut prévoir de sévir, par exemple, de retirer les vélos, d'interdire ? Dans l'idéal, non. Et je tiens quand même à souligner que vous recevez des lettres, mais c'est de loin pas la majorité des cas. Il y aura toujours des gens qui n'ont pas compris. Par contre, il faut diminuer ce nombre au minimum. Et c'est un effort qu'on va faire ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait une bagarre entre piétons ou associations de randonneurs et cyclistes. Bon, là, on voit dans le reportage que la personne qui représente les randonneurs dit qu'il faut qu'on trouve une coexistence. Donc, a priori, ce n'est pas la guerre. Non, ce n'est pas la guerre. Et il y a une volonté vraiment commune des plus hautes instances politiques jusqu'aux destinations et des acteurs en général de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. D'accord. Autre chose, ces VTT électriques, donc c'est des machines super puissantes et ça permet à des gens qui ne sont pas du tout sportifs d'accéder à des zones de montagne où ils ne seraient peut-être pas allés avant. Est-ce que ce n'est pas risqué ? Est-ce qu'on ne risque pas de voir des gens qui se cassent la figure ? Alors, il y en aura qui se casseront la figure, mais tout le monde a appris, quasiment tout le monde a appris à faire du vélo. On sait qu'il faut y aller progressivement. Le mieux quand on débute, c'est d'être encadré. Il y a maintenant des guides, il y a des écoles, comme à ski. C'est pas donné, quand même. C'est pas donné, mais finalement, c'est moins cher que le ski. Quand on compte un jour de location d'un vélo, il n'y a pas tout l'équipement qui va avec. On peut ou non prendre un abonnement pour étendre encore son terrain de jeu, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Donc, ça reste un sport qui est accessible pour le grand public. On a des vélos à 2500 francs qui vont durer 8 ans. Et on peut louer aussi. Et on peut louer entre 60 et 80 francs la journée, suivant le modèle. Donc c'est accessible. Et comparé à des vacances une semaine en Grèce sur la plage, c'est moins cher d'aller faire du VTT électrique chez nous. D'accord. Eh ben, Nicolas Hellwood, ce sera le mot de la fin. Donc on a bien compris que c'est un sport qui est vraiment appelé à se développer. Et espérons que la cohabitation restera pacifique. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous donner ces explications et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous et à bientôt.
Mardi prochain, ce sera la dernière édition de notre série À bon entendeur d'été. On va parler du paléo, pas du festival de musique, mais d'un régime alimentaire qui fait fureur en Allemagne, le régime paléo. Au XXIe siècle, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se nourrir comme au paléolithique. Ça ne nous rajeunit pas. On s'intéressera aussi à des petites bêtes qui existent depuis des milliers d'années, mais qui sont aujourd'hui menacées, les abeilles sauvages. Rendez-vous donc mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.